Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est pour moi un grand plaisir et beaucoup d'honneur que d'ouvrir cette finale du deuxième concours national d'éloquence de l'ARES. Alors je me présente, je m'appelle Tristan Breillet, je suis président de l'ARES. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'ARES, c'est une fédération nationale d'associations représentatives des étudiants en sciences sociales. Donc on regroupe des associations étudiantes sur toute la France en droit, en économie-gestion, en AES, en IAE et en sciences politiques. Donc on essaye de fédérer tout un réseau autour de projets structurants, comme c'est le cas aujourd'hui avec le concours national d'éloquence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce concours est né d'un constat, c'est que énormément de concours d'éloquence se font sur Paris, et nous l'idée ça a été de mettre en valeur des villes de province. L'année dernière c'était à Aix-en-Provence, et cette année nous voilà dans la capitale de l'Europe qui pour le week-end sera la capitale de l'éloquence à Strasbourg. Sans plus tarder, je vais passer aux remerciements, notamment pour commencer à l'amicale des étudiants en droit de Strasbourg, Juliana et Julien qui ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois pour mettre sur pied ce projet, à l'AFGES qui est là aussi pour structurer le réseau strasbourgeois depuis plus de 90 ans maintenant, à l'Université de Strasbourg, à la ville de Strasbourg aussi qui nous accueille ce matin, également au Conseil de l'Europe, et puis également à Noémie Rimbaud qui est vice-présidente en charge des projets à l'ARES et qui a accompagné Julien et Juliana durant toute cette organisation. Donc je vais leur laisser la parole pour commencer et puis accueillir les jurys, et puis je vous souhaite une bonne finale, que le verbe, que la joute et que les phrases soient, que l'éloquence soit. Bonne finale. Du coup, bonjour à tous. Donc sans plus tarder, on va appeler les membres du jury. Tout d'abord, pour commencer, nous avons Madame Eddy Delphine, qui est professeure agrégée d'allemand et enseignante en classe préparatoire à Strasbourg. Et elle est aussi chercheuse dans le domaine du théâtre contemporain. Notre deuxième jury, c'est Madame Comito Joséphine, comédienne et metteur en scène. Nous avons également notre comédien et metteur en scène, c'est Monsieur Luca Ippolito. On a aussi Créchange Pascal, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg. J'appelle maintenant une conseillère municipale et eurométropolitaine de Strasbourg, Madame Richard Ada. On a également le président de l'École des jeunes orateurs de Strasbourg, Monsieur Jensen Gall. Nous avons également dans ce jury le lauréat de l'édition précédente, Monsieur Devez Paul-Henri. Et on a l'administrateur du Théâtre national de Strasbourg, Monsieur Maury Antoine. Et pour finir, nous allons accueillir le président de cette petite finale, Monsieur Leyenberger Stéphane, qui est chef de la division de la justice au Conseil de l'Europe et maire de la ville de Saverne. Je voudrais déjà remercier aux membres du jury d'être venus pour notre petite et grande finale. Et je voudrais donner la parole à M. Leyenberger pour prononcer un petit discours et après on va commencer à les jouer.
Bonjour à toutes et à tous. Je salue d'abord mes collègues membres de ce jury et puis vous toutes et tous qui êtes là soit en qualité d'organisateurs de ce concours, et je vous félicite pour le travail que vous avez accompli, qui se concrétise aujourd'hui par cette petite et cette grande finale qui va avoir lieu dans cet hémicycle dans quelques instants. Je veux souhaiter également la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là pour encourager, soutenir les participants de ces deux finales. Vous allez leur transmettre votre énergie, j'en suis sûr, pour que on puisse assister à un beau moment, un moment d'éloquence, un moment de fond, parce que j'espère aussi qu'on va, avec les sujets intéressants qui ont été donnés hier soir, pouvoir réfléchir en même temps qu'écouter. Et je crois que ce partage-là va être, j'en suis persuadé, un beau moment. Je suis très heureux aussi de représenter ici ce matin le Conseil de l'Europe, puisque j'ai la chance de diriger la division pour l'indépendance et l'efficacité de la justice. Et je veux remercier les organisateurs d'avoir associé la belle ville de Strasbourg avec l'une des institutions phares pour la protection de l'état de droit, des droits de l'homme et de la démocratie, qui est le Conseil de l'Europe, qui, comme vous le savez, siège ici à Strasbourg. Et je suis très fier de pouvoir représenter cette belle et noble institution dans le cadre de ce jury, comptant aussi en ma qualité de maire de Saverne, la plus belle ville d'Alsace qui se trouve à 40 km d'ici, de pouvoir être là dans cet hémicycle, un petit peu plus grand que celui de la ville de Saverne, mais un peu moins historique aussi que celui de notre belle ville. J'en profite pour faire un peu de publicité, d'autant plus que hier, la ville de Saverne a obtenu pour la première fois la première étoile au guide vert Michelin. Je voulais l'avoir dit, c'est dit. Je vous remercie de me donner la possibilité de le faire. Voilà, sans plus tarder, je crois que nous allons donner la place à nos concurrents, à eux de nous étonner, et nous sommes tout à fait prêts à les écouter et à nous laisser surprendre. Bonne matinée à toutes et à tous. Nous allons donc maintenant commencer la petite finale qui se porte sur le sujet « Peut-on être trop libre de s'exprimer ?» Nous allons donc maintenant accueillir mademoiselle Clémentine Farr, qui nous vient de Saint-Étienne, ainsi que monsieur Wilfried Munet, qui nous vient d'Amiens. Là, maintenant, on va tirer au sort l'ordre de leur passage. Alors, celui qui commence, c'est monsieur Munet. Et après, on donne la parole à madame Farr. Voilà, alors petit rappel bref des règles. Déjà, honorables membres du jury et mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur Munet va donc commencer, aura 8 minutes, plus ou moins 8 minutes. À la 7e minute, je lèverai une première fois la main. À la 8e, une deuxième fois. À la 9e, une troisième fois. Cette troisième fois, monsieur Munet devra cesser de parler. Monsieur Munet, comme les autres candidats, aura un mot mystère qu'il devra placer, qu'il ne connaît pas, que je viens lui annoncer à présent. Monsieur Munet, votre mot mystère est arrosoir et vous avez la parole. Vous m'entendez bien? Monsieur le Président, chers membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est toujours délicat de traiter un sujet aussi clivant que controversé et qui appelle tant au débat qu'au silence.
La liberté d'expression est une notion essentielle à nos démocraties. Il est presque impossible de ne pas avoir vu l'encre qu'elle a fait couler, ni le sang qu'elle a fait verser. Je n'ai pas la prétention de révolutionner la manière dont vous percevez cette liberté, mais simplement de susciter en vous une curiosité qui souvent peine à poindre quand des convictions trop bien ancrées ne sont plus questionnées. Si l'existence même de cette liberté ne pose plus réellement problème en Occident, son étendue et ses limites sont et resteront à mon avis très longtemps au cœur de débats passionnés. La liberté d'expression peut-elle être totale? Doit-elle être bridée au nom de l'intérêt général, au nom de la protection des plus faibles? Je suis personnellement et profondément convaincu que cette liberté doit être totale. En effet, à partir de l'instant même où commence la restriction de l'expression, à l'instant même où l'interdit tombe, c'est déjà le début du déclin intellectuel. Déclin intellectuel, oui, car brider cette liberté d'expression n'empêche pas seulement l'homme de formuler ses idées, ses convictions, cela l'empêche surtout de les partager. Si, a priori, la liberté de penser est préservée, il n'en est rien, absolument rien. Empêcher les hommes de partager leurs convictions, de les faire se rencontrer, de les faire s'entrechoquer, réduit inévitablement l'ampleur de la pensée. Nous ne sommes pas des êtres omniscients, c'est la rencontre, l'échange des opinions qui forment à la fois le ciment et les briques d'une intelligence bien construite. Pour vous en convaincre, faites un parallèle avec la novlangue orwellienne. Le principe est à la fois simple et brillant. Plus vous réduisez le nombre de mots auxquels les gens ont accès, moins leur pensée pourra être complexe. Le raisonnement disparaît et c'est alors l'affect qui gouverne. Imaginez que vous n'ayez pour tout vocabulaire que 20 ou 30 mots. Que seriez-vous capable d'imaginer? Que seriez-vous capable de penser? Alors évidemment, je tire un peu le trait, mais c'est important pour bien comprendre. Brider la liberté d'expression, la mettre au carcan, c'est avant tout un crime contre l'esprit, un assassinat de l'intellect. Alors, je vois déjà une foule de critiques s'abattre sur moi, et je me dois d'y répondre. Ôter toute limite, c'est accepter d'entendre, c'est accepter que s'expriment toutes les opinions, chaque opinion, même les plus scabreuses. C'est accepter en bloc la défense du viol et l'apologie du massacre. Cependant, ces opinions ne disparaîtront pas si elles sont simplement tues. Elles seront alors simplement masquées, invisibles, indétectables. Et ne préférez-vous pas souffrir de les entendre et pouvoir les récuser, plutôt que de les savoir tapis dans l'ombre, bien à l'abri des regards? Ne préférez-vous pas un vice bien visible, mais combattu, plutôt qu'un mal rampant? Souhaitez-vous fermer les yeux, plutôt que de défendre une vérité? La liberté d'expression totale n'est possible que si elle est employée par chacun. C'est dans le choc des pensées qu'elle vibre juste. Toutefois, une deuxième question semble inévitable. Ces prêcheurs de haine trouveront probablement tribune. Ils répandront le dégoût et l'envie de tuer, un peu comme un arrosoir le ferait sur une laitue. Et il est tout à fait possible que leur fiel gagne et se répande dans les populations. C'est un cas de figure qu'aucune personne saine d'esprit ne souhaite voir se réaliser. Et c'est ici qu'il faut faire preuve d'optimisme et, à l'instar de Pascal, faire un pari. Il faut faire le pari de la raison contre la passion.
vous savez tous que les incitations au meurtre, à la haine raciale, etc., font appel à l'affect. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en libérant l'expression, c'est l'intelligence que vous libérez. En libérant l'intelligence, vous réduisez inévitablement les possibilités de manipuler une population. Je fais donc le pari, et j'espère que vous le ferez aussi, de l'optimisme contre la crainte, de l'esprit contre le cœur. Il y a enfin une question épineuse qui m'a posé bien des problèmes. Que faire des limites posées à la liberté d'expression quand il s'agit de la protection des plus faibles? De l'interdiction des scènes à caractère sexuel ou violent visibles par les enfants? Alors, rassurez-vous, je ne me ferai pas le chantre d'une libération sexuelle infantile. La liberté suppose, par essence même, l'égalité. Deux mots trop souvent vus, entendus, utilisés, mais qui prennent ici tout leur sens. La liberté d'expression s'adresse aux esprits suffisamment formés pour pouvoir en apprécier l'étendue et la complexité. Vous comprenez évidemment que cette égalité est impossible entre un enfant et un adulte. Il est impossible d'attendre d'un enfant à qui l'on peut faire croire à peu près n'importe quoi, qu'il discute le bien fondé d'une image ou la luxure le dispute à la licence. Il est donc évident, que cette apparente restriction ne bride en aucun cas la liberté d'expression, mais qu'il s'agit en réalité d'une condition indispensable à son existence même. Alors, si vous désirez que cesse l'ignorance manipulée, si vous pensez que la raison l'emporte sur la passion, si regarder demain avec espoir évoque quelque chose en vous, alors ne souffrez aucune limite à votre liberté d'expression. Je vous remercie. J'appelle à présent mademoiselle Clémentine Farr, et à la suite de son intervention, nous procéderons aux questions du jury. Mademoiselle Farr, vous pouvez avancer. Votre mot mystère est Vélib. Peut-on être trop libre de s'exprimer? Non. Non, mesdames et messieurs les membres du jury. Non, monsieur le président du jury. Encore une fois, non, très cher public. Un trop-plein de liberté n'est pas une chose qui existe. Un trop-plein de nourriture provoquant une indigestion, d'accord. Un trop-plein de rage, ou bien encore de haine envers votre patron, qui vous fait travailler tard, encore une fois, alors qu'il sait pertinemment que c'est votre tour d'aller chercher les enfants à la garderie ce soir. D'accord aussi. Mais un trop-plein de liberté, jamais. La liberté, rejoignant mon sujet du premier tour, à savoir en mai, fais ce qu'il te plaît, ne peut être ni quantifiée, ni régulée. Ou plutôt, elle ne doit être ni quantifiée, ni régulée. Comment voulez-vous convertir la liberté en une unité de mesure? On peut quantifier du beurre, du sucre, de l'eau, mais en aucun cas, on ne saurait mesurer une unité aussi abstraite et arbitraire que la liberté, tout comme l'amour ou même la maladie. Et puis, qu'est-ce que trop, si ce n'est encore un quantifieur des plus flous? Trop signifie un excès, une quantité supérieure à ce qu'il n'en faudrait. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quelle base? On ne peut s'appuyer sur aucun élément tangible pour dire qu'il y a un trop-plein de liberté, d'amour ou de maladie, si ce n'est sur son propre jugement. Son jugement qui est, par essence, subjectif.
Peut-être, chers membres du jury, trouvez-vous que je prends trop de liberté avec ce sujet ou que je mets trop de sérieux dans mon début de plaidoyer, tandis que certains de nos auditeurs trouveront au contraire mon implication encore trop légère. Mais alors, comment faire? Comment trouver un juste milieu? Faut-il faire des sondages géants à tout bout de champ, pour X ou Y raison, afin d'établir une norme, une règle à laquelle se référer? Non, mesdames et messieurs, 1000 fois non. Car cela reviendrait à détruire tout libre arbitre, toute interprétation des actions d'autrui. La seule solution, et non des moindres, serait l'acceptation, ou bien le régime dictatorial. Dans les deux cas, vous n'avez plus de problème avec la liberté. Dans l'un, car elle ne serait régie par aucun jugement, aucune règle, et dans l'autre, eh bien, car elle n'existerait tout bonnement pas. Je vous rassure tout de suite, je ne compte pas faire l'apologie de la dictature, je serais au contraire plutôt politiquement placé de l'autre côté de la barrière. Mais il est vrai que la liberté en général, et la liberté d'expression tout particulièrement, sont deux valeurs chères à notre République, bien qu'elle ait tendance à l'oublier ces derniers temps. En effet, comment voulez-vous avoir une liberté guidant le peuple lorsque celui-ci se déplace dans un brouillard de gaz lacrymogène, au chemin semé d'embûches prenant la forme de CRS encasqués? Bon, trop étant donc établi comme hautement subjectif, il nous reste à traiter la notion de liberté. Nous serons très certainement, je l'espère, tous d'accord sur cette part. La liberté n'est synonyme ni d'anarchisme, ni de réglementation à outrance. Je ne dis pas, mes chers jurés, qu'être libre implique l'abandon de toute règle de bienséance. Je peux tout à fait jouir pleinement de ma liberté, accompagné de qui me plaira, dans la tenue de mon choix et dans un lieu qui me plaît. Me voilà notamment libre, devant vous, vêtu plus ou moins sobrement, ne faisant fi d'aucune règle, mais exerçant de ce fait pleinement ma liberté, non seulement de penser, mais aussi de parler. La liberté ne peut pas être morcelée. La liberté ne peut être que toute la liberté. Un morceau de liberté n'est pas la liberté, comme le disait Max Stirner. Cette liberté, donc, dont tout le monde souhaite bénéficier, est presque le paroxysme, le summum de la foi en l'humanité. Être libre, totalement, sans crainte que cette dernière vous soit retirée à tout instant. N'est-ce pas là un sentiment de plénitude, des plus apaisants? Une preuve de confiance en l'homme, confiance de par ses pairs, mais aussi de par ses dirigeants. Un privilège, qui ne devrait pas en être un de nos jours, basé sur cette relation mutuelle de respect. Comment conserver sa liberté autrement qu'à travers le respect? Pas nécessairement le respect des règles strictes, mais aussi de la bienséance, des règles naturelles, inhérentes à l'homme, un genre de patrimoine génétique qui ne saurait outrepasser les limites de sa propre bienséance. On ne mérite pas sa liberté. On l'entretient, on la cultive coûte que coûte, afin d'en profiter le plus possible. Peut-on alors avoir trop de liberté? Telle est l'une des cols que vous m'avez plus ou moins posées aujourd'hui. Eh bien, toujours pas, mesdames et messieurs. Je suis navré de vous apprendre que la liberté ne sera jamais trop grande, pour la simple et bonne raison que la société dans laquelle nous vivons ne permet pas une liberté absolue. Vous êtes libre de sortir dans la rue, de faire vos courses, de rencontrer qui vous plaira, de faire du vélib dans les rues, sur les quais de Strasbourg. Mais jamais vous n'aurez une liberté que l'on peut qualifier d'absolue. À moins, bien évidemment, de vivre en autarcie totale, sans aucun revenu à déclarer, sans essence, sans électricité et sans contact humain. Mais honnêtement, si la liberté totale ressemble à cela, je préfère me contenter d'une liberté modérée, mais suffisante, pour permettre une aisance de décision et d'action. Et de plus, une liberté totale ne nous rendrait-elle pas fous à force de ne parler à personne? Car si la liberté d'expression existe, c'est bel et bien pour pouvoir échanger, débattre, s'engueuler même avec nos congénères. Les animaux, bien que n'étant pas dotés de parole, s'expriment très clairement et ont eux aussi un système de communication bien établi, avec des codes et des spécificités. Je ne nous comparerai pas à des animaux, je n'irai pas jusque-là,
Mais il est vrai que pour l'homme, en revanche, il n'est pas toujours aisé de s'exprimer ou de se faire comprendre. Étant moi-même linguiste de profession, ou du moins d'études, j'ai pu ainsi appréhender les difficultés de communication qui peuvent se présenter à vous. Nous naissons tous avec des capacités de communication, qui peuvent se présenter sous différentes formes, et que nous développons plus ou moins. On acquiert du vocabulaire, un certain phrasé plus ou moins modulé de par notre provenance régionale, des mimiques qui sont censées aider à l'expression et à la compréhension. C'est ainsi que j'ai pu, cette semaine, discourir librement avec mes camarades orateurs venant de Bretagne, de Franche-Comté ou même de Marseille, sans trop de difficultés. Mais la chose aurait été bien plus ardue si ce même concours avait été international. Vous pouvez, je me doute, imaginer les difficultés qui se présentent à vous lorsque vous vous retrouvez face à un interlocuteur non francophone. La nature nous a pourvus de paroles, afin que nous communiquions, mais de gestes, de mimiques, de tonalités vocales, pour faire passer les émotions comme les intentions. D'une langue à l'autre, la chose est moins aisée. Mais un tel challenge contrarie légèrement la nature feignante de l'homme, et il en faut parfois, le poussant ainsi à interpréter le moindre petit geste de son interlocuteur. L'expression ne passe ainsi pas seulement par la parole, mais aussi par une palette complète de gesticulations et d'efforts de communication. Peut-on être trop libre de s'exprimer? Allons, mesdames et messieurs, comment pourrions-nous l'être alors que d'une langue à l'autre, il nous arrive toujours de ne pas nous comprendre sans intervention d'une entité extérieure, entité agissant comme une sorte de médiateur, de passerelle, d'aide à la communication, afin d'aller toujours plus loin dans l'expression. Deux choses qui nous sont si chères, l'expression, la communication. Merci. Je vous remercie. J'invite Monsieur Nunet à rejoindre Mademoiselle Farr et nous allons procéder aux questions du jury. Merci. Peut-être pour lancer ce tour de questions, je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, mais en répondant très brièvement, si vous pensez que, comme président de ce jury, représentant cette noble institution qu'est le Conseil de l'Europe, je peux vous dire n'importe quoi ce matin. Alors, j'en suis convaincu. Et puis, après tout, il faut savoir se sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on attend de nous. Et ce serait étonnant, en tout cas, peut-être même plaisant. Je pense que c'est tout à fait votre droit de nous dire ce que vous le souhaitez. Après tout, si vous êtes là, c'est que nous avons dû estimer que votre parole était importante. Et je pense que l'importance que l'on donne aux mots et aux gens qui les prononcent est beaucoup plus importante que les mots en eux-mêmes. Donc oui, soyez libre de dire ce que vous voulez. J'ai une question également à vous poser. La liberté d'expression aujourd'hui, c'est beaucoup sur Internet, depuis 15 ans. Et il suffit parfois d'ouvrir une page Facebook pour voir des exécutions, des gens décapités, des viols, du prosélytisme, de l'appel au djihad. Donc ma question est la suivante. Internet doit-il, selon vous, rester un monde libre et sans limite? Alors, je pense qu'il est très difficile de contrôler, on pourrait dire, Internet, car comme chacun le sait, ce qui est un jour sur Internet restera toujours sur Internet. On ne peut en effacer ni le contenu ni les paroles de ce que l'on n'aura jamais vu sur Internet. Et c'est pourquoi c'est très difficile de contrôler ce qui y accède. Alors je pense que malheureusement, même si tout ce qu'on y trouve n'est pas plaisant, on peut se protéger suffisamment pour ne pas tomber sur des horreurs à chaque coin de page Internet. Alors je vais préciser ma question avant de laisser la parole à votre collègue. Faut-il brider Internet ou laisser cette liberté s'exprimer par Internet? Ouais. Comme je l'ai dit, toute liberté d'expression, toute parole est bonne à entendre, au moins pour une partie de la population très certainement. Peut-être que quelque chose qui nous choquera justement fera changer les mœurs ou fera changer d'attitude quelqu'un qui avait une attitude différente avant. Peut-être qu'un misogyne confondu sera changé par une vidéo justement touchante d'une agression sur une jeune femme.
Donc peut-être que le mal, finalement, que l'on trouve sur Internet ne devrait pas être bridé pour permettre une certaine prise de conscience. Alors, je vais rejoindre en partie ma chère collègue. Je ne pense pas qu'il fasse brider Internet, ni que ce soit possible d'ailleurs. On essaye bien, des pays comme la Chine essayent et se rendent bien compte qu'avec toute la bonne volonté qu'ils y mettent, c'est impossible. On ne pourra jamais supprimer tous les contenus qui nous dérangent, et quand bien même on le fait, des internets parallèles se créent et sur lesquels vous retrouvez tout. Donc au final, ça ne sert à rien. Les gens qui veulent y avoir accès, y auront toujours accès. Et puis, de plus, je ne suis pas convaincu que fermer les yeux en cachant, en empêchant un peu d'apparaître de manière trop publique des choses qui nous dérangent et qui font au final partie de l'humanité, le fait de les cacher, de les mettre un peu derrière la porte, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Au final, les regarder, les voir, être choqué, souvent d'ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Pas forcément une mauvaise chose, et ça peut peut-être apporter plus qu'une simplement de se cacher les yeux. Voilà. J'ai une question pour vous, Monsieur Wilfried Munet. Peut-être ai-je mal compris votre intervention, mais j'ai eu le sentiment que celle-ci reposait sur un postulat de départ que je voudrais réinterroger, selon lequel s'exprimer, c'est penser. Et en vous suivant, on peut à ce moment-là que vous suivre, c'est-à-dire on ne peut limiter la liberté de penser. En ce sens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sens que ce postulat, peut-être encore une fois j'ai mal compris, mais a irrigué tout le fil de votre intervention. Or, je voudrais juste décaler un tout petit peu la réflexion. Est-ce que s'exprimer, c'est toujours penser, au sens d'une pensée préalablement construite, combinant un ensemble d'arguments sous-pesés avec intelligence, auquel cas, évidemment, on ne saurait s'y opposer, ou est-ce qu'on peut s'exprimer autrement? Est-ce que l'expression renvoie, selon vous, peut renvoyer, selon vous, à d'autres formes de... Alors, je ne veux pas utiliser le terme de pensée, mais parce que je serais moi-même dans une contradiction par rapport à ma question, mais à d'autres formes d'existence et d'expression de l'individu, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Alors, le postulat de départ c'était pas exactement ça, c'était plutôt que brider l'expression allait inévitablement réduire la pensée, en tout cas l'ampleur, car quand vous ne pouvez pas échanger vos idées, vos convictions, quelles qu'elles soient, avec d'autres personnes, les faire se confronter, inévitablement, vous ne vous enrichirez pas de l'autre, de ses idées, vous ne conforterez ni les vôtres, ni les siennes, vous ne changerez jamais d'avis, et donc forcément vous réduisez la pensée. Et c'était pas tant le fait de parler qui montrait qu'il y avait une pensée. Et alors, oui, effectivement, il existe d'autres... la parole n'est pas toujours pensée avant d'être dite. Il y a un nombre d'expressions, par exemple le rire, qui expriment autre chose. Des paroles qui ne sont pas forcément... vous savez, parler pour ne rien dire, on dit quelque part. Donc, non, il y a toute une forme, toute une immensité de paroles possibles. Mais néanmoins, une parole peut être une pensée, et quand elle l'est, il ne faut pas qu'elle soit brisée. Alors moi, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Pensez-vous que notre société, notre système éducatif, nos médias soient à la hauteur du pari que vous proposez, qui était donc raison contre passion, pari qui pose comme postulat une véritable maîtrise d'une langue riche et juste? Alors, tout simplement, tout dépend grandement de la chaîne sur laquelle vous vous trouvez. Si on parle de médias, si on parle de télévision, certaines chaînes répondent tout à fait à cette différence entre raison et passion et mettent la raison en avant, suppléant la passion, ou l'englobant mais d'en faire quelque chose de raisonné. Après, il est vrai que malheureusement, nous avons une grande partie de nos médias qui se nourrit de la passion et de l'illettrisme national afin d'exciter justement cette passion et d'obscurcir la raison. Donc je pense que c'est un média en demi-teinte. C'est que certains s'efforcent de maintenir la raison hors de l'eau, pendant que d'autres s'amusent à la couler allègrement.
Alors, je suis assez d'accord. Il faut, et c'est indispensable que tous les vecteurs de communication des idées, ce qui les fait se rencontrer, il faut qu'ils soient déjà raisonnés en eux-mêmes. Parce que une liberté d'expression totale ne signifie pas non plus que vous devez toujours dire tout ce que vous pensez, toujours dire n'importe quoi. Être raisonné, choisir de ne pas dire telle ou telle chose, vous n'êtes pas bridé, c'est simplement un choix personnel, un choix de l'esprit. Et c'est un choix qui n'est pas toujours, et malheureusement pas fait, soit dans les médias ou dans d'autres vecteurs, soit les journaux, tout ça. Ou bien souvent, et on s'en rend bien compte d'ailleurs dans le vocabulaire des journaux, des chaînes, on emploie toujours des mots qui font appel à l'affect. C'est toujours, c'est plus facile de faire appel au cœur qu'à la raison. Et quand vous voulez vendre, quand vous devez vendre, parce que c'est les actionnaires, c'est les entreprises, c'est toujours beaucoup plus facile de faire appel au cœur. Les gens y répondent plus facilement que la raison. Quand vous avez un petit journal le matin, que vous partez prendre votre métro ou travailler, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas bien envie de le lire, vous lisez rapidement. Si on fait appel à votre raison, il va falloir vous mettre dedans, vous concentrer, s'investir. Alors que un petit coup de cœur, ça passe bien, c'est plus rapide, c'est plus simple, et du coup vous vendez plus. Et donc il y a un gros problème à ce niveau-là. Et puis après, au niveau du système éducatif, c'est un peu délicat comme question. Ce qu'on peut dire, c'est que meilleur il sera, et plus la liberté d'expression pourra s'exprimer dans sa plénitude. Alors moi j'ai une question pour vous aussi. Vous avez l'air tous les deux un peu d'accord justement sur cette liberté d'expression totale. Et j'aimerais de nouveau réévoquer un texte que j'avais évoqué lors des qualifications, mais qui pour moi m'est cher et qui m'a aussi donné envie de faire ce métier. C'est le manifeste de Rivera et Breton, l'art révolutionnaire engagé, qui a été écrit en 1938, et qui affirmait haut et fort qu'à tous ceux qui voudraient soumettre notre art à toute discipline, nous opposons un refus sans appel, et nous nous tenons à cet adage toute licence en art. Alors si aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez répondre aujourd'hui, enfin si vous les aviez devant vous, à ceux qui disent que par exemple McCarthy n'a pas le droit de mettre un plug anal place Vendôme à Paris, que Serrano n'a pas le droit de mettre le Christ dans un bol d'urine, enfin dans une boîte d'urine, ou que Charlie Hebdo n'a pas le droit de caricaturer le prophète? Alors écoutez, je suis content qu'ils aient eu cette liberté, la possibilité. Après, et c'est personnel, je trouve qu'il y a des initiatives qui ne sont pas toujours très heureuses, sans choisir l'un parmi l'autre d'ailleurs, mais au fond c'est un peu ce que disait Voltaire, il me semble. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est-à-dire que j'apprécie pas tout. Honnêtement, parfois, on a envie, on se dit, il aurait mieux fait de ne pas le mettre, de ne pas faire cette œuvre qui me dérange, que je n'apprécie pas, que je trouve insultante, quoi que ce soit, sans pour autant dénier à cette personne la possibilité de le faire. Mais alors, je pense que l'art, en général, est le sujet même à laquelle la liberté d'expression doit être la plus totale, puisque l'art est par essence subjectif, et que l'art est un moyen de transmettre des émotions, de transmettre un message, mais aussi de transmettre des émotions, de faire ressentir les gens. Qu'une œuvre vous choque, vous surprenne, vous plaise, ou que vous la détestiez, vous ressentez quelque chose. Et étant donné que c'est le principe même de l'art, brider cette liberté d'expression, même si elle ne plaira pas à tout le monde, même si ce qui en sort ne sera pas forcément grand public, ne sera pas plébiscité, c'est important que ça sorte quand même, pour justement en faire réagir certains, et pour continuer le but même de l'art, qui est de susciter l'émotion par l'expression. J'ai une petite question pour Monsieur Munet. Vous avez dit « un vice bien visible mais combattu est mieux qu'une vérité cachée ». Mais est-ce qu'un... Pardon ? Oui, un mal rampant. D'accord. Est-ce que ce vice qui vous paraît, vous, bien visible aujourd'hui, si l'on dit tout et n'importe quoi, il sera toujours aussi visible dans des dizaines d'années? Est-ce que le fait de dire tout et n'importe quoi, même en contradiction d'une vérité historique établie,
est-ce qu'au final, plus tard, est-ce que cette vérité sera toujours aussi évidente pour tout le monde? Est-ce que, à dire n'importe quoi, ce qui a été historiquement validé, on le verra toujours comme tel? Est-ce que ce n'est pas dangereux de pouvoir dire tout et n'importe quoi? C'est-à-dire que la question, c'est un petit peu, parce que, est-ce que par exemple, parce que ça fait un peu penser au négationnisme, hein, oui, voilà, c'est un peu. Est-ce que le fait que des gens, qu'on permette à des gens de lire, par exemple, dans une liberté totale, est-ce que à force de temps et d'usure, on finirait par être toujours aussi convaincu que c'est faux? Oui, est-ce que c'est pas dangereux finalement de une liberté totale d'expression au détriment de la réalité historique? Il y a toujours un danger, effectivement, ils peuvent convaincre. Mais je pense qu'il faut avoir un petit peu de foi. C'est-à-dire que déjà c'est assez bien prouvé. Vous n'avez quand même pas un grand risque que demain la France devienne en bloc négationniste. C'est quand même très peu probable. Et puis quelque part, le fait d'avoir toujours cette petite piqûre de rappel, vous n'oubliez pas ce qui s'est passé. Et quelle piqûre de rappel, justement? C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une apologie ou qui va faire un petit peu de négationnisme. Le fait d'avoir ça en tête, de dire voilà, ça n'a pas disparu au final, ça n'a pas complètement disparu, oui. Et ben c'est peut-être bien, c'est une sorte de conscience un petit peu qui vous rappelle. Faites attention. Est-ce que la piqûre de rappel, ce n'est pas la sanction pénale, justement? Ce n'est pas la sanction pénale. Voilà, qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Est-ce que s'il n'y a plus ces piqûres de rappel, la conscience des individus pourra rappeler vraiment à la réalité, puisque y a-t-il vraiment une conscience quand tout est permis tout est possible? Ah oui, je suis convaincu. C'est pas parce que vous avez une grande liberté de parole que la conscience disparaît pour autant. Une grande liberté d'expression suppose tout de même un esprit, puis c'est surtout la raison contre le cœur. Donc, c'est quand même la raison qui importe là. Et donc, tout le monde est irraisonnable. En tout cas, que si c'était le cas, on ne tomberait pas dans une sorte de marasme intellectuel où tout le monde dirait n'importe quoi, où chacun croirait ce que l'autre raconte, parce que, effectivement, ce serait impossible. Mais moi, je ne pense pas, je suis un optimiste. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, puisqu'on me demande, je pense quant à moi que la censure et les formes de punition juridique, les sanctions juridiques qui peuvent retomber suite à des diffamations, seraient presque le paroxysme de la liberté d'expression. Puisque vous avez le droit de le dire, mais vous avez aussi le droit de faire face aux conséquences de ce que vous dites. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité, le droit, et vous le faites. Vous dites ce que vous pensez. Par la suite, ce que vous dites n'est pas forcément reconnu comme étant moral. Eh bien, vous serez sanctionné pour cela, mais vous avez pu le dire. Vous voulez que je développe? Non, mais... c'est bon. Si, c'est très bien. Non, mais alors, me concernant, j'avais une question pour chacun d'entre vous et une question pour vous deux. Monsieur Munet, vous avez, si j'ai bien compris, tout comme Cyrano, adopté le postulat qu'on a autant de lettres que d'esprit. Est-ce que Nabila, en inventant des mots, ne serait pas un génie incompris? Ah mais c'est certain que c'est un génie incompris. Et la preuve, c'est que je pense que personne ici n'a compris son génie. Voilà. Mademoiselle Farr, quant à vous, vous avez dit qu'un trop-plein de liberté n'existe pas, contrairement à un trop-plein de nourriture. Donc se gaver comme une oie. Même si on a pu boire vos paroles comme du petit lait, est-ce que vous pensez que des propos ne peuvent pas vite saouler quelqu'un? Écoutez, à moins que le petit lait ou que la parole que je prêche, allons jusque-là, soit alcoolisée à cause de ma soirée d'hier soir, je ne pense pas qu'elle puisse vous saouler. Je vous remercie. Maintenant, une question commune. J'ai compris que vous aviez un postulat commun qui était que la liberté d'expression est sans limite. C'est une question qui me tient à cœur. Du coup, les mots sont-ils sans papier? Pour moi, ils le furent pour deux raisons. J'avais mes notes. La première et la seconde, vous savez, les mots, ils viennent pas de n'importe où, vous les avez appris, entendus, c'est un peu le fruit de votre histoire, et donc non, ils ont une identité qui est bien réelle, donc ils ont des papiers, mes mots. Voilà. Et moi, contrairement à mon contradicteur, les mots sont sans papier, les mots sont sans frontières, les mots sont même citoyens du monde,
puisque vous apprenez de nouveaux mots, vous apprenez constamment de nouveaux mots, qui sont apportés par votre expérience, qui vous seront rapportés de contrées lointaines par un ami qui est allé quelque part où il a entendu tel mot. Les mots voyagent, et les mots n'ont pas besoin de passeport pour ça. Chacun a pu poser les questions qu'il souhaitait. Si tel est le cas, je vous propose que nous en restions là. Je vous remercie l'une et l'autre pour ce bon moment passé ensemble. Merci à nos candidats. Nous allons donc clôturer cette petite finale et laisser le jury délibérer. Nous vous invitons à nous retrouver dans le hall. Merci. Ok, rebonjour à tous. Et pour la grande finale, on a deux membres du jury qui viennent d'arriver. Madame Marie-Charlotte Morin, qui est lauréate de ma thèse en 180 secondes. Et je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Et on a l'honneur d'accueillir Madame Julia Antonella Matok, juge à la Cour européenne des droits de l'homme qui va présider la grande finale. Et je vais tout de suite donner la parole à vous pour prononcer votre discours. Bonjour à tout le monde, je suis très contente d'être là et d'être invitée. Je suis juge, donc normalement les juges ne sont pas supposés d'avoir beaucoup d'éloquence parce que normalement on ne parle pas beaucoup, on écoute les autres. Il faut dire que dans ma vie antérieure, je suis professeure, donc voilà, dans cette qualité il faut parler. Je me réjouis de ce concours et j'avais un peu écouté ce que c'était avant parlé par vos collègues et la question de la liberté d'expression, la question des limites de la liberté d'expression. Je viens d'une partie du continent où le thème qu'on a maintenant, les lanceurs d'alerte, a eu beaucoup d'importance dans l'histoire récente. C'est vrai que je viens du pays où il y avait du pays de UNESCO ou de ce rang qui était aussi très penchés sur l'éloquence dans la langue française, mais aussi de partie du continent où c'était un des plus grands lanceurs d'alerte qui était Václav Havel avec sa vie dans la vérité. Donc ça, c'était peut-être un des débuts du thème dans le parti du continent d'où je viens. En même temps, il faut dire que notre Cour européenne des droits de l'homme que je représente aujourd'hui a plusieurs affaires dont elle s'est penchée sur la question des lanceurs d'alerte, quels sont leurs droits, quelles sont aussi les limites, dans quelles conditions ils seront jugés comme lanceurs d'alerte, dans quelles conditions vraiment ils peuvent être quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. Je ne vais pas parler de ces cas parce que peut-être je vais donner des réponses aux participants, juste pour dire que ça nous préoccupe et que je suis encore une fois très contente et je suis curieuse d'entendre les participants et je vous félicite d'être dans cette grande finale. Merci. Merci pour Madame la Présidente. Le sujet de la grande finale est la suivante. Lanceurs d'alerte, héros ou ennemis démocratiques. Nos deux candidats sont M. Nicolas Breffy et M. Jean-Baptiste Favergeon. Et là, on va tirer au sort leur ordre.
C'est donc Monsieur Favergeon Jean-Baptiste qui va commencer à nous exposer son argumentaire sur ce sujet. Je laisse donc la place à Jean-Baptiste. Et votre mot mystère sera hélium. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers auditeurs, il nous est donc demandé aujourd'hui de répondre à cette question. Lanceur d'alerte, héros ou ennemi démocratique? Je vais être direct, Mesdames et Messieurs, peut-être un peu trop, et me lancer à corps perdu dans la sacralisation de ces vigies des temps modernes. Mais il faut savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, au sens où nous l'entendons aujourd'hui? Le lanceur d'alerte est une personne qui signale un fait illégal, illicite ou dangereux, touchant à l'intérêt général aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Partant de cette définition, il est évident que stigmatiser ces hommes et ces femmes, leur reprocher de révéler la vérité, relève de l'infamie. Pourtant, l'actualité récente nous a démontré, une fois encore, que le droit et la morale sont deux choses bien distinctes. Dans notre société, et si cela peut être salvateur parfois, il est des cas où le droit semble parfois être du mauvais côté de la barrière, sanctionnant des comportements qui devraient être sanctifiés. Les lanceurs d'alerte ont contribué ces 50 dernières années à une meilleure information des citoyens et ont permis de prévenir scandales et tragédies, préserver biens publics comme vies humaines et contribuent de manière plus générale au bon fonctionnement démocratique. Dernier recours, lorsque les contrôles sont défaillants, leur rôle est indispensable, fondamental dans la lutte contre la corruption. Alors, pourquoi cette chasse aux sorcières? Peut-être que dans 200 ans, lorsque notre actualité sera devenue histoire, nos descendants se demanderont comment leurs aïeux ont pu clouer au pilori ces défenseurs de la liberté et de la justice. Comme nous nous demandons aujourd'hui comment il fut possible de pendre ou brûler des femmes dont le seul crime était de penser librement, les accusant de sorcellerie, comme ce fut le cas dans la ville de Salem, aux États-Unis. D'ailleurs, tant que nous sommes chez l'oncle Sam, penchons-nous sur quelques-uns des héros ayant eu le courage, outre-Atlantique, de révéler des faits inacceptables et qui en ont payé le prix fort. Bradley Manning, par exemple, devenu récemment Chelsea Manning. Cet homme, ou plutôt à présent cette femme, en avait dans le pantalon, et peut-être encore aujourd'hui, mais cela sera au figuré. Alors qu'il ou elle était analyste pour l'armée américaine, elle transmit des centaines de milliers de documents portant sur la guerre d'Irak à Wikileaks. Il eut pour fait d'armes le plus retentissant la publication de la vidéo intitulée « Collateral Murder », dommages collatéraux, ou plutôt meurtres collatéraux. On y voit distinctement 2 reporters de Reuters, ainsi que plusieurs civils, tués dans un quartier de Bagdad par les tirs d'un Apache américain, un hélicoptère. L'armée américaine déclare alors que 2 journalistes ont été tués aux côtés de 9 insurgés. Le lieutenant-colonel Scott Brachwell, dont l'orthographe du nom doit refléter des origines alsaciennes, porte-parole des forces américaines à Bagdad, déclare « Il n'y a aucun doute que les forces de la coalition étaient clairement engagées dans des opérations de combat contre une force hostile. » Pur mensonge, mesdames et messieurs. Les pilotes n'avaient aucune certitude et ont donc décidé d'appliquer un principe récurrent dans l'armée américaine, comme d'autres d'ailleurs, tirer d'abord, s'informer ensuite. Comme le disait George Orwell, le langage politique est fait pour rendre les mensonges vraisemblables et les meurtres respectables. C'est pour contrer ce genre de pratique qu'il nous faut des lanceurs d'alerte, pour rétablir la balance entre les faibles et les puissants, afin que la vérité éclate au grand jour. J'aurais également pu vous parler de Julian Assange ou Edward Snowden,
deux autres héros ayant révélé, entre autres, la surveillance électronique de masse mise en place par la NSA aux États-Unis et en Angleterre au travers du programme PRISM. Je vous parlais à l'instant de George Orwell. Mesdames et messieurs, nous sommes en plein 1984. Et ces hommes, ces femmes, sont les héros rêvés pour renverser Big Brother. Mais au-delà de la révélation de la vérité, il est parfois question de faire évoluer la société, comme le firent une horde de femmes courageuses au travers du manifeste des 343, paru dans le Nouvel Observateur du 5 avril 1971. Ces femmes annonçaient publiquement avoir eu recours à l'avortement dans une France qui n'avait pas encore eu la chance de faire la connaissance de l'immense Simone Veil, risquant même la prison pour cette simple révélation. Je me dois de vous en citer certaines, de sorte que, lorsque vous verrez leur nom ou leur visage, vous ayez pour elles la même admiration que votre serviteur, Simone de Beauvoir, mesdames et messieurs, Jeanne Moreau, Françoise Sagan ou encore Agnès Varda. Ces femmes étaient toutes des lanceuses d'alerte, qui, certes, ne dénonçaient pas un secret d'État, mais ont contribué à faire évoluer la société vers l'acceptation de l'interruption volontaire de grossesse, protégeant ainsi la santé de millions de femmes qui n'avaient jusqu'alors pour seul recours que les faiseuses d'anges ou des aiguilles à tricoter. Certains les ont appelées les 343 salopes. De grâce, faisons d'elles 343 héroïnes, ayant contribué à rendre notre pays plus juste et plus démocratique, au sens du respect de la volonté du peuple et de l'évolution des mœurs. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour protéger ces héros, ces pourfendeurs du mensonge, révélant les pratiques des puissants aux yeux du monde. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire LuxLeaks, la révélation du contenu de centaines d'accords fiscaux très avantageux, conclus entre le fisc luxembourgeois et des cabinets d'audit pour le compte de nombreux clients internationaux, parmi lesquels Apple, Amazon ou encore Pepsi. Les lanceurs d'alerte à l'origine de ces révélations sont Antoine Deltour et Raphaël Allais, anciens salariés du cabinet d'audit et d'expertise comptable Prince Waterhouse Coopers, dont le procès a commencé en avril dernier au Luxembourg, et contre qui le procureur a requis 18 mois de prison. Comment peut-on juger des hommes pour la révélation de vérités et de pratiques immorales? La directive récente et controversée sur le secret des affaires, qui limite les dénonciations de dérives internes aux entreprises, constitue un danger pour les lanceurs d'alerte. Mais après tout, que pouvons-nous attendre de la part d'une Commission européenne présidée par celui qui avait permis la mise en place de ce système au Luxembourg, M. Jean-Claude Juncker, et qui, cette commission, en plus de ne pas être désignée par la volonté des habitants de notre Union, n'est en définitive qu'un rassemblement de lobbyistes, servant leur business avant nos intérêts. Face à la levée de boucliers de part et d'autre de l'Europe, il a été introduit à la fin des débats une clause dans cette directive permettant aux salariés de dénoncer, en anglais dans le texte, ce qui est désigné comme wrongdoing. Le problème étant que ce mot pourrait avoir plusieurs significations, un champ différent dans chaque pays, tant il est vrai que la richesse linguistique de notre Union rend la traduction difficile. Et il en va de même pour la détermination de ce qui pourrait être dénoncé sans risque. Il ne faut laisser place à aucune incertitude si l'on veut protéger ces héros. Et si malgré tout cela, mesdames et messieurs, nos anges gardiens venaient à être condamnés, alors nous les élèverons au rang de martyrs de la vérité. Car si elles ne sont pas toutes bonnes à dire ou à entendre, pour avancer sur le chemin sinueux de la démocratie, il faut savoir se faire violence. N'oubliez jamais que le mensonge est fait d'innombrables chemins de traverse. La vérité, elle, d'une seule ligne droite. Je vous remercie. J'appelle à présent Monsieur Nicolas Bréfy. Et pour ce dernier candidat, nous avons donc gardé le meilleur des mots à placer, cacatoès.
Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, lanceurs d'alerte, héros ou ennemis démocratiques. Après ma nuit blanche passée à réfléchir, alors que je tente de garder désespérément les yeux ouverts, je dois vous demander de fermer les vôtres. Sentir l'odeur du sable, du sang mélangé qui émane du sol. Nous sommes à Troyes. Le cheval entre dans la ville, inerte. Et au milieu de la foule, une femme lance l'alerte. Elle annonce des événements terribles. Elle s'écrie que la bête monstrueuse fera périr la ville. Mais personne ne la croit. Personne ne l'écoute. Cette femme, c'est Cassandre. Dans la mythologie grecque, Cassandre possède le don de prédire l'avenir, don offert par le dieu Apollon. Mais comme Cassandre a eu le toupet de refuser de coucher avec le fils de Zeus, ce dernier a décidé que personne jamais ne croirait la prophétie de la belle. Alors Cassandre, héroïne ou ennemie de la loi, comment être héroïne lorsque l'on ne sauve personne? Comment ne pas être ennemi de la loi lorsqu'on se met les dieux à dos, en refusant de se retourner? Ou pour remettre les choses à l'endroit, la question est posée, lanceur d'alerte, héros ou ennemi démocratique? Lanceur d'alerte, expression forgée par le sociologue Château-Renaud en 1996, formule dont nous fêtons donc désormais le 20e anniversaire, et qui, sans être encore entré dans la force de l'âge, je le dis pour les membres du jury que cela concerne, le meilleur âge de la vie avec certitude, doit déjà cependant être considéré comme vraiment adulte. Car il y a déjà eu Irène Frachon, Edward Snowden, Hervé Falciani, Antoine Deltour, Bradley, ou plutôt, comme le disait mon collègue, Chelsea Manning. Et bien sûr, Julian Assange, toujours reclus dans l'ambassade d'Équateur, lui qu'on a mis à Londres à défaut de pouvoir mettre à l'ombre. Il faut donc croire que ça marche à l'ombre, les lanceurs d'alerte. Mais le lanceur d'alerte, comment le définir? Héros, sauveur, dénonciateur, délateur ou espion? Et le personnage d'espion, d'ailleurs, n'est-il pas toujours trouble? Bond, James Bond, notre 007, est-il vraiment un héros? Maintenant que vous êtes remis de l'odeur du sang et du sable, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'un ennemi démocratique? Qu'est-ce qu'un héros démocratique? C'est-à-dire finalement, par qui est-on jugé? Le sujet semble binaire, comme s'il était possible de véritablement choisir le héros est celui qui obéit à un ordre supérieur, la loi, ou bien celui qui seul ose désobéir. Du moins, il semble difficile aujourd'hui de dire que le lanceur d'alerte est vraiment un ennemi démocratique. Car tout le monde semble accepter l'idée que selon les lanceurs d'alerte, que les lanceurs d'alerte sont des héros. De fait, en avril 2014, le Guardian et le Washington Post, qui d'ailleurs ont publié un article très intéressant sur les cacatoès ayant pris de l'hélium, ont aussi remporté le prix Pulitzer suite à une publication sur la NSA. On considère alors que l'alerte lancée par Edward Snowden constitue un acte supérieur, méritant une distinction, un acte héroïque. La société et les médias ont dès lors une image positive du lanceur d'alerte. Mais ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire, ici, c'est qu'alors que nous semblons tous accepter de dire que les lanceurs d'alerte sont des héros, au contraire, presque tous les cadres juridiques contemporains condamnent ces derniers. Il est évident pourtant que le peuple remercie les lanceurs d'alerte qui nous ont par exemple révélé que toutes nos conversations étaient sur écoute. Oui, vous, monsieur, oui, vous aussi, madame, lorsque hier soir, vous êtes allé sur Facebook pour regarder la page de ce concours et que vous avez parlé de jeux de mots terroristes, eh bien, vous avez été sur écoute, comme le sont les conversations de nos dirigeants, celles d'Angela Merkel et de notre cher président. Ainsi, lorsqu'un lanceur d'alerte ne fait rien d'autre que de transmettre des informations au peuple, le lanceur d'alerte donne le pouvoir au peuple, finalement. Il lui donne le démos, kratos. Mais ceux que ces mêmes peuples ont élus, ceux-là condamnent impitoyablement les lanceurs d'alerte, en les désignant comme des ennemis démocratiques. Au final, lorsque l'on dépouille le sujet posé, la question qui demeure est la suivante. Qu'est-ce que la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est la loi? Ou bien est-ce que la démocratie, c'est la voix du peuple pour le peuple? Alors, c'est drôle et c'est ironique. Car dans la mythologie grecque, encore, un seul personnage mêle sa voix à celle de Cassandre pour désigner comme une effroyable menace l'entrée du cheval dans Troie. Ce personnage, c'est Laocoon. Et Laocoon, en grec, ça signifie
celui qui comprend le peuple. Ils étaient quand même sacrément en avance, ces Grecs. C'est à ce moment-là qu'on se dit que si les Grecs nous faisaient payer la dette de l'Antiquité, 7 fois, aujourd'hui c'est sûrement le port de Marseille qui appartiendrait aux Chinois, et il serait bouché non plus par une sardine, mais par un panga. Et oui, en Chine, il y a des pandas, bien sûr, mais il y a aussi des pangas. C'est comme les pandas, sauf que ça a des nageoires. Pardon. C'est pourquoi la réponse devient alors limpide. Car les pangas sont toxiques. Ainsi, finalement, si je traduis la question aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ennemis démocratiques, cela signifie les lanceurs d'alerte sont-ils toxiques pour la volonté du peuple? Les lanceurs d'alerte menacent-ils la volonté du peuple? La réponse devient alors limpide. Non, les lanceurs d'alerte ne sont pas. Ils ne peuvent être désignés comme des ennemis démocratiques. C'est pourquoi le droit commence à faire un pas vers la protection accentuée des lanceurs d'alerte, que ce soit du côté du Conseil d'État, du Conseil de l'Europe ou même du Parlement européen. En revanche, lorsque l'on regarde du côté outre-Atlantique, lorsque l'on regarde le sort réservé à Snowden, Assange et Manning, on se dit qu'il reste tant de chemin à faire. Ainsi, ce matin, j'en appelle à votre courage, car le dilemme auquel nous devons faire face n'est pas vraiment drôle. C'est vrai, les lanceurs d'alerte nous plongent dans un océan d'informations terribles et terrifiantes. Ils parlent d'une minuscule fuite pour faire céder le barrage. Et cette métaphore filet aquatique, balnéaire, me fait penser qu'il serait d'ailleurs intéressant de tourner les lanceurs d'alerte à Malibu. Mais alors, quel type de héros serait le lanceur d'alerte? Laissez-moi vous dire cela. Le 24 juin 2015, au Conseil de l'Europe de Strasbourg, avait lieu une conférence bien particulière, avec pour invité star, Edward Snowden. Je vous dis invité star, mais il ne pouvait pas être là physiquement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cet homme a fait le choix de faire un acte illégal pour que nous puissions vivre dans une société légale. Parce que cet homme a fait le choix d'enfreindre un droit pour que nous puissions vivre dans un monde de droits. C'est pourquoi, dans la présence absente, les lanceurs d'alerte ne sont certainement pas des héros au sens classique du terme. Pas des héros télégéniques, pas des héros dans la lumière, seulement des héros au corps tragique, si loin des corps de rêve de la Grèce antique. Les lanceurs d'alerte ne sont pas des athlètes olympiques, pas de lanceurs de poids, pas de javelot ou de disque, mais des lanceurs de messages pesants, de lances assassines, de disquettes discrètes, de disquettes secrètes. Ce sont des héros anonymes avec un V pour « vous m'aurez pas ». Alors, finalement, si l'on me demandait de garder une définition du lanceur d'alerte, je choisirais ces vers de Jules Supervielle que je vous livre et sur lesquels je vous laisse méditer. Lanceur d'alerte, celui qui, dans la nuit, n'a plus que la ressource de chercher l'océan du côté de la source. Je vous remercie. J'invite M. Favergeon à s'avancer et la parole est maintenant au jury pour les questions. Alors, je me permets, je vais commencer le tour des questions. Ça s'adresse un peu plus à Nicolas, après si Jean-Baptiste voulait réagir, parce que vous l'avez un peu évoqué dans votre discours, mais effectivement, ce sujet est vraiment d'actualité avec cette fameuse directive là, du 17 mai au Conseil de l'Europe sur le secret des affaires. Et puis il y avait tout ce débat autour des mots, enfin justement de l'importance sémantique entre, au départ, les lanceurs d'alerte qui pouvaient sanctionner un acte, enfin ce qu'on appelait le wrongdoing, justement le mauvais comportement, et qui finalement s'est transformé en un acte seulement répréhensible, c'est-à-dire plus amoral mais seulement illégal. Alors est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faudrait protéger justement ces lanceurs d'alerte et qui puissent justement dénoncer des actes amoraux plus qu'illégaux? Je crois qu'il serait vraiment temps que dans notre société, enfin, la morale et le droit s'alignent, car on ne peut tenir lorsque pour des actes qui, aux yeux de tous, paraissent justifiés, quand on dénonce les exactions de certains, quand on dénonce les passe-droits, alors on se retrouve confronté
à des peines de prison, et que face à cette triste réalité, on se trouve enfermé dans des cellules bien isolées quelque part aux États-Unis ou quelque part à Londres. Je crois qu'il serait vraiment grand temps que nos gouvernements prennent conscience de cela et fassent un pas et écoutent un peu plus la population sur ce point, même si je sais qu'il est très délicat de trouver une ligne adéquate pour ne pas faire d'erreur. Pardon, mais comment vous expliquez aujourd'hui justement, enfin vous l'avez évoqué, mais que ça paraît quand même absurde et totalement fou que justement des lanceurs d'alerte entre guillemets démocratiques, enfin qui lancent des alertes contre des actes antidémocratiques et puis totalement répréhensibles, amoraux et puis des comportements vraiment absurdes multinationales. Comment se fait-il aujourd'hui que les représentants du peuple les condamnent ou Il y a probablement besoin d'un temps nécessaire pour que notre droit, que le droit mondial évolue sur ce point. Et je pense qu'en fait, c'est un problème très très profond de notre société qui en fait met en lumière une sorte de crise de confiance. On a pendant longtemps donné des droits aux citoyens, à notre société. On a grandi, on a grandi grâce à l'éducation notamment, en France surtout. Et finalement, on en est arrivé au suffrage universel. On a eu la chance de pouvoir élire nos représentants, notre président, nos députés, qui ne sont pas forcément écoutés d'ailleurs, au regard du 49.3. Mais en fait, quand on regarde ça de plus loin, on se dit, mais pourquoi vous, alors que je vous ai donné ma voix, je vous ai fait confiance. La majorité vous a fait confiance. Pourquoi vous ne me faites pas confiance pour que je puisse voir les secrets cachés et que je puisse juger par moi-même si ceux-là sont bons ou sont mauvais? Pourquoi vous essayez de dissimuler à moi, qui vous ai choisi vous, ce que nous vivons au quotidien? Pourquoi vous ne voulez pas me faire confiance? Je crois que c'est une question, un défi de notre XXIe siècle. On a donné, ou on a peut-être donné l'illusion de donner les cartes aux citoyens pour élire ces représentants. Et finalement, peut-être que ces mêmes représentants ont des fois un peu de mal à revenir vers ceux qui les ont élus pour que leur choix soit jugé. Du coup, vous parlez d'un problème beaucoup plus profond. C'est juste, on voit qu'il y a quand même une dissonance entre ce que veut le peuple et ce que choisissent les élus, comme s'il y avait... c'est bizarre, ils ne servent pas nos intérêts, mais plutôt celles des puissances économiques. C'est un peu le même problème pour les lanceurs d'alerte ou pour... quand on parle de prise d'otage alors qu'on parle finalement de grève salvatrice pour protéger nos droits. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est quoi la solution? Parce que vous nous dites on ne vit pas finalement dans une réelle démocratie si les dirigeants ne reflètent pas ce pourquoi ils ont été élus. Comment on peut solutionner? Il y a quoi comme solution à ça? Je parlais de crise de confiance un peu plus tôt. Peut-être qu'il y a aussi une crise du système parce qu'aujourd'hui on a mis cette démocratie en place, qui d'ailleurs très saluable quand on regarde certains régimes autour de nous. Mais comme l'a dit si bien Manuel Valls, parlant du 49.3, la démocratie c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. En fait, il a repris Winston Churchill, évidemment. Et quand on y regarde de plus près, effectivement, aujourd'hui, il faut faire évoluer ce système. Parce qu'on regarde est-ce qu'on ne se retrouve pas privé de notre parole quand tous les 5 ans, on nous pose un sparadrap sur la bouche et on vous dit écoutez, vous m'avez choisi. Alors pendant 5 ans, je ne vais pas revenir vers vous, je ne vais pas vous poser ces questions. Puis du coup, je ne vais pas vous poser non plus la question sur les lanceurs d'alerte parce que finalement, ça ne vous concerne pas beaucoup. Les scandales médicaux, les scandales financiers, ça ne vous concerne pas non plus. Les écoutes de vos conversations téléphoniques, finalement, c'est pour votre bien. Attention, on cherche les terroristes, on cherche les méchants, donc on va écouter toutes vos conversations privées. Puis en fait, à la fin, on va vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On va essayer de vous faire vivre dans un monde où tout le monde peut vivre. Et on va dire que quelque chose au-dessus de nous va chapeauter tout cela. Et sous ce prétexte-là, on essaye de nous dire écoutez, ne vous mêlez pas trop de ce qui se passe en haut, parce que vous, en bas, on fait ça pour votre bien. Merci. Vous avez dit que le droit doit s'aligner à la morale. Est-ce qu'il il s'aligne à la morale maintenant? Est-ce qu'il y a une seule morale à laquelle le droit doit s'aligner? Ça, c'est une question.
Et la deuxième question, c'est lié à ce que vous dites sur cette plaidoirie pour les lanceurs d'alerte. Mais ça veut dire que tout le monde dans une société, par exemple, qui décide à un certain moment de dévoiler un secret du travail peut être qualifié comme lanceur d'alerte. Quelles conditions doivent ces personnes qui sont qualifiées en tant que telles remplir et quels sont les droits qui doivent être en équilibre ou, si vous voulez, les valeurs qu'on doit mettre en équilibre pour juger à la fin. Merci. Qui sont les lanceurs d'alerte et qui ne sont pas? Tout d'abord, sur la question de la morale et du droit, effectivement, on constate qu'il y a des disparités en fonction des pays. D'ailleurs, les systèmes juridiques qui ne sont pas basés sur les mêmes systèmes de droit, certains ont un droit très proche des religions, d'autres essayent de se laïciser, prouvent bien que finalement il y a un décalage et on ne peut pas demander d'uniformiser tout le monde. D'ailleurs, ce serait un peu dictatorial comme méthode. En ce qui concerne les lanceurs d'alerte, en fait, tout réside dans la définition. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Un lanceur d'alerte, c'est un particulier qui va dans son activité qui ne sera pas professionnelle, donc ça exclut les journalistes par exemple, chercher quelque chose qui ne va pas dans le système, dans un des systèmes, dans son entreprise par exemple, ou dans un système plus grand comme les écoutes à l'NSA ou dans un laboratoire ou dans quelque chose comme ça, une information qui doit être révélée au public pour des questions d'intérêt public et d'intérêt général. Et en fait, c'est là où tout se différencie. C'est qu'en fait, on ne va pas donner un passe-droit, il ne faut pas donner un passe-droit à chaque citoyen pour leur dire, écoutez, vous avez vu votre meilleur ami se faire embrasser par quelqu'un qui n'était pas son copain, alors vous devez peut-être le dire à son copain. Non, ça n'a rien à voir avec les lanceurs d'alerte. En réalité, ça ne concerne pas l'intérêt général, alors gardez ça dans le domaine du privé. Et donc il ne faut jamais perdre ça de vue, toujours l'intérêt général et cette idée d'apporter une information qui serait nécessaire et qu'on tenterait de nous cacher. Et en fonction de ça, alors, il faut protéger ces personnes-là pour que librement, elles puissent enfin donner ces informations. Ouais. J'ai une petite question pour Jean-Baptiste, plutôt en lien avec ce que vous venez de dire sur l'intérêt général. Que pensez-vous de la raison d'État? Cette notion de raison d'État qui fait que parfois, une petite liberté peut être aménagée pour une plus grande, collective, de l'intérêt général. Que pensez-vous de cette notion de raison d'État? Oui, de toute façon, ça fait partie de ce qu'on appelle le contrat social. C'est le fait d'abandonner quelques libertés pour en obtenir d'autres, avoir un système, une société où ce n'est pas l'anarchie, mais où on est quand même libre de pouvoir créer, entreprendre, vivre, aimer qui l'on veut. Donc on peut abandonner la liberté des lanceurs d'alerte pour une liberté plus grande? Non, parce que la liberté des lanceurs d'alerte, eux, je pense qu'ils n'ont que faire de la liberté en fait. Ils savent ce qu'il y a des risques qu'ils prennent. Et un lanceur d'alerte, si la personne ne risque pas sa tête, entre guillemets, ce ne sera plus vraiment un lanceur d'alerte, ce sera un journaliste. Il sera protégé. Mais pour autant, c'est bien de le protéger, selon vous? Ou c'est dommage d'en faire un journaliste? C'est pas une insulte non plus. Ah non, Par exemple, en parlant de journalistes et de lanceurs d'alerte, on a un certain Denis Robert qui a dénoncé Clearstream et qui a perdu beaucoup. Alors on va fermer les yeux une nouvelle fois. On va imaginer qu'on a devant nous une balance, d'un côté la sécurité, de l'autre côté la liberté. Il y a à peu près 60 pays qui ont organisé dans le monde une protection juridique des lanceurs d'alerte. En réalité, ça va, je crois, un peu au-delà de ce que vous nous avez expliqué tous les deux. Il y a une protection juridique qui existe et il y a une protection technologique, puisque notamment par Internet, j'y reviens, les lanceurs d'alerte peuvent agir. Bon. Il y a une autre notion juridique que celle de la protection, qui est celle de la raison d'État. C'est celle qu'on trouve de l'autre côté de la balance. La raison d'État, c'est le principe au nom duquel un État s'autorise à violer le droit au nom d'un intérêt supérieur qui est celui du peuple. Donc d'un côté, lanceur d'alerte sur la balance, de l'autre côté, raison d'État. Selon vous, de quel côté penche la balance? Vous pouvez ouvrir les yeux. Je voudrais vous entendre tous les deux, en réalité. Alors, tout simplement, ici, notre État, ou les États contemporains,
sont une sorte de grande machine immense auquel, malgré des années d'études de droit, on a encore du mal à comprendre. Mais finalement, qui donne le droit, par exemple, à la NSA de contrôler les individus? Qui donne le droit? Est-ce que c'est les citoyens? Parce qu'en fait, à qui est le pouvoir? Qu'est-ce que c'est la démocratie, la démoskratos? C'est le pouvoir au peuple. Alors, pourquoi le peuple se retrouverait privé de ce pouvoir? Parce que quelques individus ont décidé, selon leur propre conjecture, que cette raison est primordiale pour la sécurité nationale, par exemple. Pourquoi, par exemple, le calcul du directeur de la NSA ne serait pas faux? Pourquoi cet homme ne se tromperait pas? Pourquoi 5 années de conjecture à analyser des données, à écouter des gens? Pourquoi en fait, il ne commettrait pas juste une erreur? Quel organe, en fait, quel organe contrôle cela? Et en fait, c'est la question primordiale, selon moi, sur ce point. C'est qu'en fait, c'est toujours la question des organes indépendants qui vont contrôler ceux qui agissent et ceux qui prennent des actions qui peuvent être liberticides. Et tant que si un organe compétent, indépendant est mis en place pour contrôler les actes de ces derniers, et qu'en fonction d'une procédure de droit qui est inévitable, on ne peut pas donner les pleins pouvoirs à un homme ou à des hommes ou à une entreprise ou à n'importe qui sans que ce soit basé sur du droit. Il ne faut jamais perdre cette notion. On vit dans un état de droit, et devant les représentants du Conseil de l'Europe, on est bien placé pour le dire, qu'effectivement l'état de droit c'est primordial. Alors si on oublie cela, on peut mettre n'importe quoi dans la balance, mais en fin de compte, ce sera toujours une erreur. Je me contenterai de reprendre la citation d'un homme sage, dont je n'arrive pas à me souvenir le nom, qui disait « Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite aucun des deux. » C'était Benjamin Franklin. Alors justement, j'ai eu l'impression que à travers votre discours à tous les deux, on comprend que c'est au peuple à faire la démocratie. Ce qui sous-entend qu'elle n'est pas ce qui est institué, ou que la représentativité l'altère en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est institué? En fait, je pense que le problème, entre guillemets, de notre démocratie, c'est que nos représentants ne sont pas liés par leurs engagements. Et on a aussi le fait que dans le système représentatif est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le plus simple et le plus facile à organiser. Une vraie démocratie, ce serait une démocratie directe, avec des votations, ce qui est possible en Suisse, ce qui n'est pas forcément possible en France. Déjà parce qu'on n'a peut-être pas la culture du vote comme l'ont les Suisses. Les Français ne seraient peut-être pas d'accord pour se rendre tous les mois aux urnes pour aller voter. Déjà qu'une fois par an, ça les fait suer. Alors là, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que le meilleur système, ça reste la démocratie directe, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour ma part, je pense que la jeunesse démocratique est longue et millénaire. D'ailleurs, la démocratie aurait été inventée par les Grecs. Alors, effectivement, il faut toujours se poser la question de la réinvention de la démocratie. Quelle est sa meilleure expression aujourd'hui pour nos besoins, pour nos méthodes de communication? C'est sûr qu'à l'époque d'Internet, où tout le monde peut parler énormément, où tout le monde peut interagir aux quatre coins du globe, les problèmes et les solutions ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans quand on se déplaçait encore en charrue. Effectivement, je crois qu'il faut toujours se poser cette question de la réinvention, aller toujours plus loin dans le questionnement de quel système nous devons mettre en place. Et ça, c'est vraiment une question que tout à chacun nous devons nous poser. Nous ne devons pas du tout nous endormir face à un monstre qui serait trop gros pour nous et se dire on vit dans ce système, c'est comme ça. Non, on ne vit pas dans ce système, c'est pas comme ça. Mon système, c'est celui que j'ai choisi moi. Et je pense que chacun doit se poser cette question. Et à force de se la poser, on peut faire évoluer les choses. Voilà ce que je vous Quant à moi, j'avais 2 questions pour chacun d'entre vous, par intermittence. Vous avez parlé de sorcellerie et de femmes qu'on brûle. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de limite à la liberté d'expression, et comme je suis membre du jury, je vais me le permettre. Même si on dit de Jeanne d'Arc qu'elle s'est éteinte quelques heures après sa mort, la grande question, c'est est-ce que finalement, ce n'était pas une des premières lanceurs d'alerte de l'histoire face aux Anglais?
Ah, une lanceuse d'alerte, je ne sais pas. Une folle peut-être. Parce que c'est vrai, une femme qui écoute des voix n'est pas vraiment une lanceuse d'alerte. Oui, mais l'athée que je suis se refuse à prendre ce genre de voix en considération. Quant à vous, vous avez expliqué tout à l'heure que Julian Assange était à Londres à défaut d'être à l'ombre. Est-ce que c'est pas le prix à payer quand on se brûle les ailes au soleil? Eh bien, justement pas. Moi, je crois que le lanceur d'alerte n'a pas du tout fait le choix et n'a pas du tout signé un chèque en blanc pour dire écoutez, je donne mon information, je vais aller en prison. Je crois que bien au contraire, en fait, si Julian Assange et Edward Snowden ont fui, c'est qu'ils ne voulaient pas du tout, par exemple, suivre le sort de Manning, qui a été condamné à 35 ans de prison. Et justement, c'est pas du tout c'est complètement anormal de devoir vivre ça, alors que finalement, ils se disent je révèle cette information parce qu'elle est nécessaire pour tout le monde. Mais en aucun cas, le prix à payer, c'est de devoir rester enfermé. Quant à vous, Monsieur Favergeon, vous avez conclu votre discours en expliquant que le mensonge était un chemin de traverse et la vérité la seule ligne droite. Dans ce cas-là, la question qui vient à se poser, c'est est-ce que toute vérité est bonne à dire? Cela dépend du contexte. Quand c'est une vérité qui concerne les personnes individuellement, dans nos relations personnelles, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En revanche, quand ça concerne l'intérêt général, les citoyens ont le droit de savoir. Ok. Et enfin, vous nous avez fait le parallèle entre Cassandre et les lanceurs d'alerte. Puisque les lanceurs d'alerte modernes sont écoutés par le peuple, en tout cas, est-ce que la prochaine guerre de Troie aura lieu? Bien, je pense que les lanceurs d'alerte sont écoutés par le peuple, mais par exemple, est-ce que c'est le peuple qui a voulu faire la guerre de Troie? Je crois que finalement, encore une fois, les désirs de conquête de quelques-uns ont conduit à la ruine de beaucoup. Alors je plains Cassandre qui a dû subir les affres et la folie de certains, et dans sa ville détruite, voir cette folie meurtrière entrer. Si je peux me permettre, je dirais que c'est plutôt les histoires de fesses des uns qui ont entraîné la perte des autres. Je voudrais prolonger un tout petit peu la réflexion que vous nous avez livrée tous les deux en faisant l'apologie des lanceurs d'alerte. Imaginons donc que demain, plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, et au-delà des 60 pays dans lesquels ils sont protégés, les lanceurs d'alerte disposent de garanties illimitées quant à leur protection et donc à leur capacité à transmettre l'information qu'ils souhaitent transmettre. Imaginons que, dans les conséquences de ce que je viens d'annoncer, l'espace public est inondé quotidiennement d'informations, d'alertes, de mise en danger. Comment peut-on collectivement traiter cette information, hiérarchiser cette information, en faire des décisions politiques éclairées, les traduire en décisions politiques éclairées, nous les gouverner, et comment peut-on éviter de sombrer dans ce qu'on peut appeler la démocratie de l'opinion? Tout d'abord, les lanceurs d'alerte ne doivent pas communiquer tout et n'importe quoi au public, puisqu'en fait, il ne s'agit que des informations qui mettent en danger l'intérêt public. En fait, j'espère, malheureusement, je n'ai pas la preuve, mais j'espère que toutes les actions de nos gouvernements et de nos entreprises, puisqu'il ne s'agit pas que de nos gouvernements, il y a des sociétés pharmaceutiques par exemple, des banques, il y en a beaucoup qui mettent en place des processus qui finalement vont à l'encontre de la loi et de l'intérêt général. Et en fait, c'est ces pratiques-là qui doivent être révélées. Alors j'espère qu'il n'y en a pas à profusion à la société, autant que de messages de statut Facebook que l'on trouve sur Internet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, en France, il y a eu un rapport du Conseil d'État qui est paru et préconise notamment de passer par un organe intermédiaire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est privilégié, enfin, ce qui est conseillé. On dit alors bon, c'est pas ce qui marche le mieux. Hein. On dit allez voir votre hiérarchie. Puis si votre hiérarchie ne vous rend pas compte, vous pouvez aller voir tel organe interne. Et si tel organe interne ne peut pas marcher, alors seulement vous avez le droit de révéler l'information dans l'espace public. Parce que c'est de ça dont il s'agit en fait.
Être lanceur d'alerte, souvent les protections, c'est pas une protection, c'est pas un passe-droit. Enfin, on ne donne pas, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre information. Ben non, en fait, il y a tout un processus qui est souvent très rigoureux et très lourd pour le lanceur d'alerte. Alors, peut-être que certains pays protègent les lanceurs d'alerte, mais quelle protection, enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions en ce moment, que ce soit notamment au Conseil d'État ou au Parlement européen sur ces problèmes, parce qu'en fait, il faut faire un processus qui soit le plus équitable possible, qui soit le plus avantageux possible pour le lanceur d'alerte, pour qu'il puisse garder son indépendance, son anonymat, qu'il puisse éviter de créer une panique en révélant n'importe quoi, mais aussi qu'il ait l'opportunité de révéler cela. Et donc il faut faire un processus sans que celui-ci soit trop contraignant, qui mettrait par exemple sa sécurité, enfin sa liberté, ou sa place par exemple dans une société en danger. Je pense que la protection des lanceurs d'alerte, ça permettrait de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ça effraierait beaucoup de gens, notamment à l'Assemblée nationale, qui ne seraient plus très sereins. Après tout, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, des casseroles aux fesses, pour parler un peu vulgairement. J'ai lu l'autre jour, sans citer le parti, qu'au sein de ce parti, parmi les députés, on avait 70% de condamnés. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier l'information, mais si cela est avéré, ça fait quand même assez peur. Et une protection des lanceurs d'alerte, même sans prendre tout ce qui sortirait au pied de la lettre, permettrait de faire un grand ménage, une sorte de grande vérification, afin d'être sûr de l'honnêteté et de la probité de nos dirigeants. Vous avez, cette question s'adresse à tous les deux, vous avez dans vos interventions insisté sur le fait qu'il y avait un clivage profond, une rupture entre le peuple et les représentants politiques et de la justice. En vous écoutant, puisque vous avez beaucoup de références littéraires, j'ai pensé à une pièce d'Henrik Ibsen qui s'appelle L'ennemi du peuple, dans laquelle le docteur Stockmann se rend compte que l'eau de sa ville est polluée, contaminée, que c'est très dangereux, et que du coup, il alerte les responsables politiques de la ville et les médias pour faire en sorte de mettre la population en sécurité. Et il se trouve qu'il n'est pas écouté. Et qu'à la fin de la pièce, ce qu'on lui jette, ce sont des tomates, lors d'une assemblée comme ce matin. Et je me demandais, dans le fond, vous qui êtes finaliste du concours national d'éloquence, vous qui avez une grande culture, est-ce que vous vous sentez vraiment les représentants du peuple? Et est-ce que vous pensez que le peuple, aujourd'hui, écoute vraiment les lanceurs d'alerte? Le peuple écoute les lanceurs d'alerte, mais il n'est pas aussi... Il prend pas toujours tout au pied de la lettre. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, entre guillemets. Je pense qu'ils sont tous assez instruits. On a la chance de vivre dans un pays comme la France, où la plupart des gens font des études, ont une réflexion, et les choses peuvent sortir. Après, c'est aux gens de faire le tri et de hiérarchiser. Si il y a vraiment un risque, les gens s'en rendront compte. Et ça reviendra, ce sera récurrent. Si c'est de l'esbrouf et qu'il n'y a rien derrière, ça tombera dans l'oubli. Pour ma part, en introduction, j'aimerais juste te dire que je ne suis pas un représentant du peuple, car bien qu'ayant été élu délégué en 6e, depuis je n'ai fait aucun mandat électif. Et ensuite, je continuerai ma réponse par vous dire que malheureusement, en fait, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte et la communication de l'information au public, eh bien, ça devrait être le dernier recours et non pas le premier. En fait, c'est parce qu'il manque un chaînon de la chaîne qu'en fait on est réduit dans une situation comme celle-là. Mais en fait, c'est parce qu'il manque un organe qui pourrait contrôler, un organe qui pourrait surveiller, un organe qui pourrait modifier ce qui ne va pas. Et en fait, c'est pour ça, il nous manque quelque chose en ce moment, et il faut qu'on cherche cette chose, qu'on la mette en place, parce que sinon, effectivement, on se retrouve dans une sorte de panique générale à se demander mais qui est-ce qui nous écoute, mais qu'est-ce qui se passe, mais dans quel monde on vit, alors qu'en fait, on perd le contrôle de nos situations, qui n'est pas forcément si dramatique, mais si on essayait de l'expliquer, de nous faire comprendre, au lieu de juste nous la cacher, eh bien, je pense qu'on ferait un très grand pas vers la résolution de ce problème. Si tout à l'heure, un des membres du jury vient révéler le secret des délibérations en disant que nous avons tous été achetés par des rochers Suchard, comment est-ce que vous réagissez? Je vous demanderai de m'en donner quelques-uns déjà, parce que midi s'approche et je commence à avoir très très faim. Ensuite,
Bah, c'est pas grave, on recommencerait le week-end prochain. Après tout, Strasbourg, c'est sympa. Pour ma part, je vous dirais que vous n'êtes pas un lanceur d'alerte et que malheureusement, vous n'aurez le droit à aucune protection et que la seule chose qui vous attend, c'est la corruption et la prison. Vous avez invoqué la nécessité d'un organisme qui sera en charge avec les informations qui sont maintenant protégées. Comment est-ce que vous envisagez ce mécanisme si, bon, même au niveau national maintenant, on se penche au niveau, par exemple, au niveau français, on ne pense pas à l'échelle globale. Et comment est-ce que vous voyez la relation que vous avez invoquée tout à l'heure, et ça c'est une question que je mets tous les candidats, la relation avec ce supérieur, donc en principe, on doit dire ce qui ne va pas selon nous. Est-ce que cette relation, elle est... est-ce que tout le temps le lanceur d'alerte doit lui communiquer? Est-ce qu'il y a des circonstances où il ne peut pas? Et ma dernière question, c'est quelle est la place des cours pour les lanceurs d'alerte, des juridictions? De toute façon, le lanceur d'alerte, pour que son information parvienne au plus grand nombre, il doit déjà être repris. Donc, de toute façon, il y a déjà un contrôle. Les grands journaux, que ce soit Le Monde, Libération, voire même Mediapart, qui sont habitués à faire de grands coups médiatiques, sortir de grandes affaires, il y a toujours un vrai travail, un vrai contrôle. Donc les lanceurs d'alerte ne lancent pas les choses comme ça, c'est toujours contrôlé, c'est toujours vérifié. Et quand ça arrive à nos oreilles, c'est que c'est vrai, je pense, j'espère. Pour ma part, je pense que les informations des lanceurs d'alerte ne sont pas forcément contrôlées, puisque par exemple, quand on est inondé sur Facebook d'informations, des informations, on en perd peut-être le sens de la réalité de l'information elle-même. On perd l'essence de ce qui ne va pas, et d'ailleurs on ne sait plus. Et c'est pour ça que finalement, même s'il faut évidemment protéger les lanceurs d'alerte qui, dans un cadre très précis, viendraient révéler une information qui s'avère utile à l'intérêt général, dans le fond, ce qui vaudrait mieux, c'est que les contrôles soient meilleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'une situation illégale, quelqu'un arrive à détourner le droit, à faire quelque chose qui n'est pas légal, pour en tirer bénéfice, pour en tirer profit, que ce soit d'une manière que ce soit, de quelque manière que ce soit. Par exemple, que ce soit pour payer moins d'impôts, que ce soit pour utiliser tel médicament, pour mettre tel produit dans un médicament. Et en fait, il faut, d'après moi, mettre un organe qui, en premier lieu, contrôle le niveau inférieur. Donc, par exemple, c'est bien connu malheureusement en ce moment, on voit ça partout à la télé, ce qui se passe avec la police. Bon, alors la police en France en ce moment, on nous montre beaucoup d'images d'une police violente. Et ben, il existe un organe qui contrôle la police des polices. Elle contrôle les actes de la police pour savoir si tout se passe en bonne forme. Et ben, pourquoi pas, il faudrait accentuer, par exemple, je sais pas, les polices de laboratoire, il faudrait améliorer les contrôles en premier lieu. Et seulement ensuite, eh bien, pouvoir, quand les contrôles ne vont pas, quand les contrôles bloquent à leur tour, révéler les informations au plus grand nombre, non pas qu'on les cache, mais parce que c'est pas forcément utile, parce qu'il y a des questions qui ne nous concernent pas tous. Alors les révéler d'ailleurs risque de noyer sous une masse d'informations beaucoup trop grande pour nous, et on continue dans cet état d'esprit du XXIe siècle où finalement on a de plus en plus d'informations, et les informations sont de plus en plus volatiles et on les perçoit de moins en moins. On ouvre Le Monde, on lit les titres des 10 articles qu'il y a, puis on va en cliquer sur un et pas lire les 9 autres, et c'est comme ça que ça se passe, et on en perd l'essence réelle des choses. Et alors je crois mettre des processus en place très déterminés, basés sur du droit une nouvelle fois, et enfin sanctionner ça par un contrôle en justice, comme vous le parliez avec des cours, c'est une solution dans le processus démocratique, un processus d'état de droit, d'une justice correcte. C'est comme ça la meilleure façon de défendre en fait finalement les exactions, les gens qui tentent de prendre des chemins détournés pour pervertir le droit et pour tirer profit d'une situation. C'est la meilleure façon, d'après moi, par ce processus, d'éviter que cela se passe. Et le lanceur d'alerte ne devrait avoir à se mettre dans une situation si délicate que de devoir s'exiler dans les steppes moscovites, comme c'est le cas de Snowden, qu'en dernier ressort, parce que finalement, lui, en aucun cas, il n'a demandé ce sort.
Juste pour terminer, j'avais juste encore une petite question. Pour moi, si vous voulez, les lanceurs d'alerte ont ouvert les yeux à tout le monde sur quelque chose d'un peu plus grand que simplement les faits qui ont été déclarés. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me retrouve, on doit avoir à peu près le même âge, il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, j'ai 22 ans, mais aujourd'hui, autour de moi, je vis dans une société où effectivement, voilà, il y a un monde qui est facilement corrompu, c'est-à-dire qu'il y a des multinationales, il y a des députés, enfin il y a plein de représentants normalement de l'ordre et de la justice qui se permettent de faire des choses que nous n'avons pas le droit de faire en tant que petits citoyens, et que si je le faisais, je me ferais directement jeter en prison. Donc oui, ça fait peur, parce que voilà, on se dit, quelle est la solution ? Quelle est la solution face à ce monde-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, moi j'ai 20 ans, je vais vivre dans une société comme ça, en tant que représentant de la culture, c'est des valeurs forcément... Enfin, les valeurs de l'homme sont pour moi quand même plus significatives que les valeurs de la finance. Quand on voit que Wall Street, qui a causé la crise financière, a de nouveau les rênes aujourd'hui de notre société, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous, en tant que représentant de la jeunesse aussi, qu'est-ce que serait pour vous la solution, si vous en avez une? En tant que jeune européen, je pense qu'il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. De par mes études de droit, je me suis rendu compte que, j'en ai parlé tout à l'heure, on a une commission européenne, où on a des gens qui se désignent en quelque sorte entre eux. Et ce qu'il nous faudrait, à nous, la jeunesse européenne, c'est un suffrage universel, pour désigner ceux qui font les directives, ceux qui les rédigent, et avoir un vrai contrôle sur l'action. Pour ma part, je crois que vous avez donné la réponse à votre question. Tout simplement, il faut se la poser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. C'est comme ça, c'est par là que tout commence. Merci. Maintenant, le jury va délibérer. Bonjour à tous. Et, avant la remise des prix et avant les résultats, je vais donner la parole pour Madame Reichert, qui représente la mairie. Merci beaucoup. Je vais juste dire quelques mots et certainement de façon beaucoup moins éloquente que nos finalistes. Je souhaitais juste, vu que je représente, donc je suis élue en charge de la vie étudiante à Strasbourg et à l'Eurométropole de Strasbourg. Je représente donc le maire et le président de l'Eurométropole, et à ce titre, je souhaitais quand même saluer les membres du jury qui sont venus ce matin. Je souhaitais aussi saluer bien sûr tous les étudiants qui sont présents ici. Je crois qu'il y en a très peu qui viennent de Strasbourg. Beaucoup ont fait le déplacement. Je souhaitais les remercier et aussi les accueillir un petit peu formellement et espérer qu'ils ont profité de ces quelques jours de séjour à Strasbourg et qu'ils vont aussi profiter cet après-midi pour continuer à découvrir toutes ces dimensions aussi bien européennes, puisque je crois que vous allez visiter des institutions, que footballistiques, vu qu'on a changé aujourd'hui pour ceux qui suivent. Il va y avoir un peu un remue-ménage cet après-midi au centre-ville. Je souhaitais tout simplement dire qu'en fait, on a été très heureux de pouvoir mettre à disposition cet hémicycle qui accueille, et d'ailleurs qui va accueillir dès lundi le prochain conseil municipal, aussi les conseils de l'Eurométropole. Ça permet de donner un lieu prestigieux et approprié du coup à votre concours qui est très réussi et qui permet un petit peu de briser les idées qu'on peut avoir des étudiants et justement on a pu voir de très beaux talents, des efforts, un très beau travail qui a été fourni par l'ensemble des finalistes. Donc je souhaitais les féliciter très chaleureusement et aussi vous souhaiter une bonne après-midi et surtout beaucoup de repos parce que je pense que c'est bien mérité. Voilà, merci beaucoup et une très bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Et alors, on va passer à la remise des prix. D'abord pour la petite finale, je voudrais demander à M. Leyenberger de nous donner la grande réponse. Et les deux candidats aussi, Mme Farr et M. Munet. Ici, venez, n'hésitez pas. Je pense que je peux m'exprimer au nom de tous mes collègues du jury de cette petite finale. Je voudrais vous féliciter tous les deux pour
le bel exercice que vous avez fait, auquel vous nous avez vraiment fait de belles choses. Je crois que tous les deux, on a eu une finale de belle tenue, avec des beaux échanges, et je crois qu'on peut vraiment vous en féliciter. Je crois qu'on peut les applaudir, effectivement. Il faut un vainqueur dans un tel exercice, et je crois que sur la forme et sur le fond, puisque l'éloquence, il y a à la fois la conviction à y mettre, la manière de convaincre, et puis le stratagème que l'on peut utiliser pour y arriver, si on peut parler de stratagème, en tout cas tout simplement la manière de faire. Et le jury a été convaincu par Clémentine. Félicitations. Et puis moi je vais faire la bise à la vainqueur. Hein. Et une vraie poignée de main chaleureuse. Parce que vous n'étiez pas très loin l'un de l'autre. Hein. Merci à vous, félicitations Clémentine. Du coup, en tant que participant à la petite finale du concours d'éloquence, je vous inviterai tout à l'heure à choisir des ouvrages de nos partenaires, donc Larcier, LexisNexis et Duno. Et donc voilà, je vous inviterai tout à l'heure à venir les récupérer. Merci. Et j'invite à Madame Matok pour nous dire qui a gagné la grande finale. Et aussi les finalistes, Monsieur Bréfi et Monsieur Faranjon. Moi aussi, j'étais très contente d'être ici. J'étais très impressionnée par le haut niveau de connaissances dans tous les domaines des citations que vous avez données. Aussi de la manière dont vous avez construit vos discours. Aussi de la manière dont vous défendez les convictions que vous avez. Parfois un peu trop, mais bon, c'est l'âge aussi. Et je suis très contente de vous écouter tous les deux. J'ai compris que vous avez eu un bel parcours avant d'arriver. Ça, c'est normal. Vous avez passé plusieurs étapes jusqu'au moment où vous êtes arrivé ici. Et que finalement, vous êtes amélioré et que cette compétition vous a servi de cette manière aussi. Ça, c'est une chose positive. Finalement, je pense que je suis dans le sentiment de tout le jury pour dire que pour nous, le vainqueur d'aujourd'hui, même si je ne pense pas qu'il y a en réalité des vainqueurs et des valeurs, mais on a un concours quand même, et Nicolas. Mais le jury l'apprécie beaucoup, Jean-Baptiste, et les félicite les deux. Mais le vainqueur, il est Nicolas, et avec une certaine distance. Voilà. Merci. Du coup, félicitations Nicolas. Donc en tant que participant à la grande finale du concours national d'éloquence, nous avons le plaisir de vous remettre des montres qui nous ont été offertes par le Conseil de l'Europe, ainsi que, comme les autres candidats, vous serez invités à choisir des ouvrages des éditions Larcier, LexisNexis, Duno et des éditions Francis Lefebvre. Voilà. J'ai passé ma nuit à travailler, en fait, comme beaucoup le savent, puisqu'on connaît ce genre de concours. Et en fait, je suis obligé de dire merci à quelqu'un, sans rien n'est possible, et c'est mon frère, en fait, parce qu'il
j'ai pas dormi la nuit, et il y en a un autre qui n'a pas dormi non plus, et c'est lui. Alors merci Ferdi. J'invite maintenant tous les participants de ce week-end au concours national d'éloquence à venir nous rejoindre, afin que nous leur remettions les conférenciers qui nous ont également été offerts par le Conseil de l'Europe. Du coup, juste pour clôturer ce concours, merci à tous. Merci d'avoir participé, merci d'avoir tenu ces 3 jours. Vous allez maintenant pouvoir vous reposer. Merci d'être venus de... Oui. Ouais, juste voilà. Du coup, merci d'être venus de vos villes respectives et je vous souhaite un bon parcours. Merci. Et maintenant, vous avez le droit d'aller manger au buffet.